pour notre thème de cette année, qui est donc l'UX sans frontières, on peut donc tout imaginer, tout créer. La question qu'on peut quand même se poser, c'est est-ce que notre cerveau est prêt pour cela? Est-ce qu'il ne peut pas être à l'origine de blocages cognitifs qui nous empêchent d'explorer toutes les solutions qui s'offrent à nous? Et donc, on a le plaisir d'accueillir notre intervenante qui est psychologue spécialisée en psychologie cognitive et en neuropsychologie. Elle est aujourd'hui chercheuse et enseignante. Elle va nous aider à découvrir la psychologie de la créativité, afin de repenser, et je pense que ça nous concerne un petit peu tous, les situations de créativité, les méthodes de stimulation comme les brainstorming, le design system, etc., sous un angle nouveau. Donc pour nous parler de ce vaste sujet, on remercie chaleureusement du coup Anaëlle Camarda qui a su accepter notre invitation il y a à peu près 2 semaines. Donc merci pour la réactivité. Et donc je lui laisse la parole. Et après donc il y aura un petit temps de questions-réponses par la suite. Merci. Ah, ça y est, c'est là. Bonjour. Merci pour cette présentation. Alors moi on m'a prévenu effectivement un petit peu tardivement, on m'a dit il y aura 40 personnes dans la salle. T'inquiète pas, ça va aller. Bon, bah, du coup, n'hésitez pas à me réorienter aussi. Alors moi, on m'a dit aussi qu'initialement, c'était un petit peu autour des neurosciences. On a réorienté un peu autour de la créativité. Et j'ai choisi de faire quelque chose qui est plutôt très ouvert sur la créativité, avec tout un aspect évidemment un petit peu neurosciences dedans, mais sans rentrer dans les détails des neurosciences. Donc si vous voyez, vous, des liens, des choses que vous voulez aller approfondir, n'hésitez pas à me poser des questions après, mais aussi peut-être, pourquoi pas, pendant, si vous le souhaitez. Alors, comme ça a été dit, donc je suis psychologue spécialisée en psychologie cognitive, en développement et en neurosciences aussi. Et je vais vous emmener un petit peu dans la psychologie de la créativité. Et avant de commencer vraiment à vous parler de ce que c'est que la psychologie de la créativité, je voudrais vous mettre un peu à l'épreuve. Nous, on aime bien faire des expérimentations, vous voyez. Alors, je vais vous mettre un peu à l'épreuve en vous demandant, je ne vais pas vous laisser très longtemps. Si vous n'arrivez pas à résoudre les problèmes, ne vous inquiétez pas, ils sont faits un petit peu exprès. Mais je vais vous demander d'essayer de résoudre ces problèmes-là. Donc, je vais vous laisser une trentaine de secondes, quelque chose comme ça. Et si vous n'arrivez pas à faire l'un, vous pouvez passer sur l'autre. Enfin, voilà, vous faites dans le sens que vous voulez. Alors, le premier problème que vous avez, à gauche, on vous demande, à partir des 4 allumettes qui vous sont présentées, de faire un carré. Mais vous devez déplacer qu'une seule allumette. D'accord ? Et pour celui à droite, j'espère qu'il n'y en a pas trop qui le connaissent, celui à droite, il faut que vous imaginiez que vous êtes sur une feuille avec un stylo, et du coup que vous devez relier tous les points avec uniquement 4 lignes et sans lever le stylo. Je vous laisse quelques secondes pour réfléchir un petit peu et voir si vous trouvez les solutions. Vous êtes très concentrés. Alors, est-ce qu'il y en a qui ont trouvé pour le premier problème ? Allez, vous découragez pas, essayez encore si vous n'avez pas encore trouvé. Et puis quand je vais vous donner la solution, vous allez me dire « ouais, c'est pas du jeu ». Alors, je pense que vous avez eu le temps d'explorer un petit peu les 2 problèmes, pas forcément de trouver la solution. Je vais faire un truc que vous allez détester, on va passer à la suite. Et je vais vous proposer un autre problème aussi. Cette fois-ci, je vous laisse un tout petit peu plus de temps. Essayez de trouver plein d'idées. Les partagez pas avec vos voisins, s'il vous plaît. Pour l'instant, on en rediscute après. Essayez de trouver des idées. Si vous avez de quoi noter, n'hésitez pas à écrire aussi dans l'ordre dans lequel ça vient. Ici, je vous demande de générer plein d'idées, vraiment un maximum d'idées créatives pour résoudre ce problème. On vous dit, faites en sorte qu'un œuf de poule lâché d'une hauteur de 10 mètres ne se casse pas. Vous avez vraiment le droit de générer tout ce que vous voulez. Essayez d'en trouver plein. Essayez d'être vraiment un maximum créatif.
Même si vous n'avez plus d'idées, c'est normal, hein, on a passé un moment où vous avez plein d'idées. Essayez de continuer à en trouver. Et je vais vous couper encore une fois. Non, vous n'aurez pas plus de temps. En règle générale, on utilise ces petites tâches-là avec un petit peu plus de temps, mais vous verrez, les effets que je vais vous montrer là, ce sont des effets qu'on trouve que vous ayez 5 minutes, 10 minutes, 1 heure devant vous pour réfléchir au problème. Alors, je vais juste vous demander de garder en mémoire, sur les quelques minutes, parce qu'on en reparle juste après, de garder en mémoire votre première idée qui vous est venue en tête, à peu près la première idée, et celle que vous trouvez la plus créative. Essayez de les conserver un petit peu en tête, et puis on en reparle après. Et donc avant de revenir sur ces problèmes-là et de vous montrer les difficultés, je vais d'abord présenter un petit peu la psychologie de la créativité pour qu'on soit tous d'accord sur quoi on parle, quel est l'objet de travail réel. Et on peut parler de créativité dans tout un tas de domaines. Évidemment, on va penser à des domaines artistiques qui sont plus ou moins différents. On peut avoir de la peinture, de la musique et tout un tas d'autres domaines. On va penser beaucoup à des domaines aussi du design, de l'architecture. Mais il y a aussi tout un tas d'autres situations de créativité auxquelles on ne pense pas tout de suite. Si vous avez un téléphone, un smartphone hyper élaboré dans votre poche, c'est parce qu'il y a eu des innovations plus ou moins radicales qui permettent aujourd'hui d'avoir cet objet dans votre poche. Et donc, même sur des situations vraiment quotidiennes, on peut trouver des choses très créatives. Et je vous montre un autre exemple. Hein. Ça, c'est une salle de classe où on travaille autour du recyclage. Et puis, du coup, on propose aux enfants de recycler des bouteilles pour faire des trousses, par exemple. Et ça vous paraît peut-être évident, mais tout ça, on va considérer que c'est de la créativité. Alors, un des enjeux en psychologie de la créativité, c'est d'essayer de savoir sur quoi on travaille réellement et qu'on se mette tous d'accord. Donc, il y a une définition consensuelle qui consiste à dire que la créativité, c'est l'habileté à générer des idées qui soient à la fois originales, il faut que ce soit nouveau, sinon si tout le monde les propose, c'est pas très nouveau et c'est pas créatif. Et quelque chose d'aussi adapté. Si je vous demande de proposer l'hélicoptère de demain et que vous arrivez avec une assiette, c'est pas adapté à la situation, c'est pas adapté à la demande. Peut-être que votre assiette est très intéressante pour tout un tas de raisons, mais du coup, il faut quand même que ce soit adapté à la situation, à la demande, à la culture, à la société pour un certain nombre d'artistes notamment. Alors, je pense que j'ai pas vraiment besoin de vous convaincre si vous êtes dans cette pièce que la créativité c'est important. C'est quand même un des soft skills dont on parle le plus aujourd'hui. On se rend compte qu'on est plutôt sur des problèmes simples où on peut les résoudre en moins de 30 minutes environ une fois par semaine. Et cette enquête PIEC qui avait été faite chez un certain nombre de travailleurs partout dans le monde, ça date d'il y a un certain nombre d'années déjà. Donc c'est quelque chose qui évolue et qui est encore plus vrai aujourd'hui. Et les problèmes qui sont complexes, eux, on est plutôt sur des fréquences à une fois par jour dans le monde du travail. Donc on a besoin vraiment d'être capable de déminer un certain nombre de problèmes. De la même manière, si on regarde un petit peu ce qui se passe sur les pays depuis, alors vous voyez les échelles, je ne sais pas si vous voyez bien les échelles, elles ne sont pas tout à fait les mêmes sur les différents pays, mais voilà, sur les années 70, 60 pour certains, jusqu'aux années 2000, quasiment 2010, on voit qu'il y a vraiment une diminution du nombre de tâches qui sont demandées aux travailleurs, qui consiste à simplement appliquer des choses qu'ils connaissent déjà. Et ce sont des tâches assez routinières. Et à l'inverse, on a vraiment cette augmentation, ce besoin d'explorer davantage et de proposer des choses qui soient nouvelles face à un certain nombre de situations, face à un certain nombre de problèmes qu'on va rencontrer. Et donc dans ce cadre-là, on va considérer que la créativité, c'est la capacité à résoudre des problèmes de manière originelle, de manière nouvelle, mais c'est pas que du domaine créatif. Et donc je voulais d'abord je voulais qu'on soit bien d'accord là-dessus avant de continuer. Et évidemment, et c'est pareil, je casse certaines idées reçues, mais il y aura certainement des questions là-dessus après. Il y a tout un tas de domaines différents. On peut être dans la créativité littéraire, musicale, culinaire ou tout un tas d'autres domaines. Il y a des niveaux de créativité différents. Quand vous êtes devant votre ordinateur ou au quotidien chez vous, vous pouvez être très créatif. Et ce n'est pas tout à fait le même niveau que des personnes qui sont éminentes, qui sont reconnues pour leur créativité, voire qui sont reconnues même après la mort. C'est une des définitions de la créativité éminente. Mais dans tous les cas, dans l'approche cognitive de la psychologie, ce qui va être intéressant pour nous, c'est de considérer que les mécanismes cognitifs, les mécanismes qui permettent d'être créatifs, donc ces espèces de mécanismes psychologiques, eh bien, ce sont des mécanismes qui sont présents chez tout le monde. Et à partir du moment où je vous dis ça, eh bien, ça fait tomber une autre idée reçue qui est que la créativité, ça ne s'apprend pas, que la créativité, c'est automatique, que soit on l'est, soit on ne l'est pas. Bon, là, je vais vous montrer quelques petites choses par-ci, par-là qui vont, j'espère, faire changer les uns et les autres sur cet avis si vous l'aviez au départ. Mais
voilà, ayez en tête que les mécanismes sont similaires. Si vous faites de la peinture, évidemment, vous allez avoir des choses au niveau graphomoteur, et puis vous êtes plus ou moins bon dans le dessin, vous allez pouvoir le travailler. C'est pas la même chose que si vous faites de la musique. Là, du coup, vous avez d'autres compétences qui sont demandées. Mais pour autant, ce qui va être vraiment sous-jacent à toutes ces compétences et à la capacité à explorer des nouvelles solutions et à proposer des choses nouvelles, ça, c'est quelque chose qu'on a tous en règle générale. C'est des fonctions humaines, cognitives qu'on détient et qui sont évidemment, là je vous parle de fonctions, mais c'est évidemment tout de suite associé à notre cerveau en fait, et à la structure cérébrale. Le processus créatif, c'est quelque chose d'assez long. Hein. On peut aller vraiment de j'ai un problème, je me confronte au problème, j'essaie de générer des idées, jusqu'à j'ai produit quelque chose qui ne m'intéresse pas, je reviens dessus, je suis frustré, etc. etc. Donc le processus créatif dans son ensemble, c'est quelque chose d'assez long qui va nécessiter de passer de phases de pensée divergente. Je vous donne quelques notions comme ça, de la pensée divergente à la pensée convergente, et l'un et l'autre, dans les deux sens. La pensée divergente, c'est vraiment, j'ai un problème, je vais essayer de diverger et trouver plein de solutions. C'est ce que je vous ai demandé de faire quand vous avez été confronté à cette tâche où l'œuf chute. La pensée convergente, elle, j'ai un problème et je vais converger, je vais essayer de trouver une solution à ce problème-là. C'est ce que je vous ai demandé de faire sur le problème des 9 points ou le problème avec les allumettes. Ça ne veut pas dire que vous n'avez pas cherché tout un tas de choses, mais je vous ai demandé une seule solution, vous avez été obligé de converger. Et dans le processus de créativité, dans le processus créatif dans son ensemble, alors que vous soyez le premier générateur ou que vous soyez plus tard dans la réception d'un produit déjà imaginé, mais qu'il va falloir construire, etc., eh bien, on a systématiquement des phases comme ça d'ouverture, je m'ouvre, je cherche, je diverge, puis ensuite je vais rechoisir deux options peut-être que je vais pouvoir présenter et je reconverge. Et ça, c'est hyper important parce que si vous faites de la convergence directe, alors du coup, vous ne vous laissez pas la possibilité d'explorer. Et dans la littérature, on va trouver un certain nombre de personnes qui nous disent que, enfin dans la littérature et même dans votre quotidien, j'imagine, on vous parle souvent de penser en dehors de la boîte, on vous dit souvent « think outside the box », essayez de débloquer, essayez de proposer des choses nouvelles. Oui, mais alors si c'était si simple, on le ferait directement. Et il y a un certain nombre de choses qui viennent entraver cette capacité à explorer. On parle souvent de cette créativité automatique, spontanée, désinhibée, et pourtant, on est combien à avoir été bloqué face à un certain nombre de problèmes qu'on a rencontrés pour lesquels on n'a jamais trouvé la solution. Ou en tout cas, ça nous a demandé beaucoup plus que 3 minutes dans lesquelles on a essayé de trouver des solutions spontanément. Et ce que je vais essayer de faire dans les quelques minutes qui me restent, c'est essayer de vous montrer que effectivement, on va avoir ce qu'on appelle des effets de fixation, on va tous se créer des blocages, c'est notre cerveau qui va créer des blocages, et qui sont hyper utiles. Attention, parce que je vais vous parler de à quel point ces blocages sont néfastes pour la créativité, mais ils sont hyper utiles. Si je vous tends la main, spontanément, si vous êtes en face de moi, vous allez me tendre la main aussi pour la serrer. Et ça, c'est tout à fait utile. Vous n'avez pas besoin de réfléchir pour ça, vous l'avez automatisé. Et heureusement que vous avez automatisé beaucoup de choses dans votre vie quotidienne, parce que sinon, votre cerveau il serait surchargé à chaque instant pour essayer de voir, comprendre tout ce qui se passe dans votre environnement et l'analyser, etc. Donc vous avez besoin de ces blocages-là, enfin de ces automatismes. C'est quelque chose qui est tout à fait normal, c'est quelque chose qui s'apprend dans votre vie quotidienne, à l'école, mais dans les cadres où on essaie de sortir de ces automatismes justement pour créer quelque chose de nouveau, ils viennent un petit peu bloquer l'exploration de solutions créatives. Alors attendez, je passe tout ça parce que sinon je n'aurai pas le temps. Alors revenons un petit peu à nos problèmes. Est-ce que quelqu'un a trouvé la solution sur les allumettes? Ah, je vois dans le fond. Est-ce que vous arrivez à parler super fort pour qu'on entende ou pas? Alors, c'est une façon de ne pas répondre au problème, parce que je vous ai dit qu'il fallait déplacer une seule allumette. Mais c'est une façon de... Là, pour le coup, vous avez retravaillé le problème et vous vous êtes dit, c'est pas grave, ça déplace une allumette quand même. C'est une bonne idée. Quelqu'un d'autre? Oui. Monsieur au fond, peut-être? Ah oui. Ça fait un carré avec le tour de votre carré. Je suis pas sûre de voir tout à fait ce que vous voulez dire, mais c'est pas ça. Vous êtes beaucoup pris la tête pour pas grand-chose. Est-ce qu'une autre réponse? Non? C'est là où je vais vous donner la réponse. Ah, je vois, au fond, oui. Au milieu? Ouais, alors ça, vous pouvez effectivement voir un carré, c'est parce que j'ai mal fait mon truc. Normalement, il n'y a pas de carré, mais vous pouvez l'imaginer. Et ça, c'est effectivement une façon, c'est pareil, de répondre au problème de manière un peu dérivée. En fait, la solution, qui est toute simple, c'est de déplacer cette allumette, si vous voyez là. Vous voyez? Et du coup, de faire un 4. Et 4, on est d'accord que c'est le carré de 2, n'est-ce pas?
Je vous ai dit tout à l'heure, vous allez être un petit peu énervé quand je vais vous donner la solution. Alors, qu'est-ce qui s'est passé là? Ce qui s'est passé, c'est que je vous ai parlé d'un carré. En plus, en étant vraiment pas sympa, je vous ai mis des carrés partout sur cette slide. Donc, en plus, je vous ai bloqué sur les carrés. Et vous avez pensé à des carrés géométriques. Pourquoi? Parce que c'était une forme géométrique. Mais personne ne vous a parlé de carrés géométriques. Vous êtes piégé par cet aspect-là. Si on passe sur les 9 points, est-ce que quelqu'un a la solution? Alors, c'est un petit peu plus connu, les 9 points. Personne? Oui. Ah, mademoiselle? Ouais, il faut effectivement sortir du cadre. Alors, si vous la connaissiez déjà, vous avez triché. Mais il faut effectivement sortir du cadre pour pouvoir relier tous les points. Et personne ne vous a dit de rester dans cette espèce de carré qui est, pareil, une forme géométrique qui a été créée spontanément par votre cerveau. Donc, à nouveau, ce sont des automatismes qu'on a qui sont tout à fait adaptés, qui sont très importants et très intéressants, mais qui, du coup, viennent bloquer de temps en temps votre capacité à générer des choses un petit peu nouvelles. Et on est d'accord que vous avez tous les compétences de faire ce genre de choses. On a tous les connaissances et on est tous capables de le faire. Pourtant, on est bloqué. Alors, ces effets de fixation, ça a été démontré initialement par Duncker, ça commence à remonter un petit peu, c'était les années 1945. Peut-être que vous connaissez un petit peu cette tâche-là, elle est vraiment emblématique. C'est une tâche dans laquelle les participants rentrent dans la pièce, et ce qu'ils voient, c'est sur la table, il y a une bougie, une boîte dans laquelle il y a des punaises, et puis il y a des allumettes. Il y a tout un tas d'autres objets, mais il y a au moins ces objets-là qui sont vraiment les objets centraux. Et sur le côté, ce que vous ne voyez pas, c'est qu'il y a un tableau de liège à côté. Et donc on va demander aux participants de faire en sorte que la bougie tienne à hauteur des yeux, droite, et que quand on l'allume, la cire ne coule pas sur la table ou elle ne coule pas par terre. D'accord? À nouveau, c'est un problème pour lequel vous avez toutes les compétences pour résoudre ce problème-là. Je ne laisse pas trop de temps parce que sinon j'aurai moins de temps de mon côté. Mais une des conditions. Et l'autre condition, les individus rentraient dans la même pièce, avaient le même matériel, mais les punaises étaient en dehors de la boîte. Et ce que Duncker va essayer de voir, c'est dans quelle mesure est-ce qu'on atteint la bonne réponse, ou la réponse qui est la plus évidente et la plus intéressante, et qui est simplement de prendre la boîte, de la punaiser contre le tableau de liège, et puis de faire tenir cette bougie à l'intérieur. Ça marche très bien, on l'a fait en vrai avec des enfants, avec des adultes. Ça marche très bien, et il y a plein d'autres solutions. On peut envisager de faire des escaliers de punaises pour avoir la cire qui coule, etc. Celle-ci, c'est la plus simple et c'est celle qui fonctionne le mieux. Et en fait, ce qui se passe, et ce que montre Duncker, qui est vraiment très intéressant, c'est que les individus... Je ne sais pas si vous voyez la souris quand je bouge? Non. Alors, ce qui montre, c'est que quand les individus sont dans la situation où on a amorcé, donc on a donné l'information sur l'utilisation classique de la boîte, à savoir, la boîte c'est un contenant, donc j'ai mis les punaises à l'intérieur et je vous l'ai présenté comme ça, eh bien on va avoir beaucoup plus de mal à trouver la solution que quand l'utilisation habituelle de la boîte n'est pas amorcée. Pourquoi? Eh bien parce que dans ce problème-là, trouver la bonne réponse, c'est renverser l'utilisation classique de la boîte. On ne l'utilise plus comme un contenant, mais plutôt comme une plateforme. Elle va vraiment permettre de tenir la bougie. Et vous allez me dire, ouais, mais c'est vraiment un petit changement, c'est pas très intéressant, tout le monde peut le faire. Bah oui, mais le résultat, c'est qu'on divise par deux, clairement, les capacités de résolution de ce type de problème-là. Et c'est le cas sur la bougie, mais c'est le cas sur tout un tas d'autres problèmes. Pourquoi? Parce qu'on a renforcé la connaissance que vous avez qui est automatique. Une boîte, ça sert à contenir quelque chose. Alors si on va chez les enfants, c'est pas tout à fait la même chose. Avant l'âge de 5 ans, ils sont un petit peu immunisés face à ce type de choses-là. Sur cette tâche-là, pas sur d'autres. Donc c'est vraiment les automatismes qu'on va avoir et qui vont venir bloquer la créativité, c'est complètement lié à nos connaissances et à ce qu'on est capable d'emmagasiner et ce qu'on a automatisé. Hop, je passe. Et alors, du coup, une des questions, c'était de se dire, bon d'accord, on sait que les effets de fixation, ça existe, mais comment est-ce qu'on fait pour les dépasser? Et surtout, d'où est-ce qu'ils proviennent? Alors, on a beaucoup travaillé avec cette petite tâche que je vous ai fait faire tout à l'heure sur la tâche de l'œuf, pour laquelle je vous ai demandé de retenir un petit peu vos idées. Est-ce que vous pouvez me partager un peu vos premières idées, s'il vous plaît? Vraiment les toutes premières qui sont arrivées. Parachute, j'entends. Oui. Lâcher la poule. Vous l'avez eu au début, celle-là? Oui. Ok. Oui. Pardon? On fait cuire l'œuf. Vous l'avez eu au début aussi? C'est la conférence de Jean-Marc Jancovici qui vous a boosté? Oui. Gravité différente. Ok, donc vous êtes vraiment à l'inverse de tout ce que je vais vous montrer. Il n'y a pas de souci. Quelqu'un a pensé à un matelas? Oui. Levez la main, tous ceux qui ont pensé à des matelas ou à des trucs pour amortir. Voilà. Je vais jouer un peu à la magicienne. Tous ceux qui ont pensé du coup à ralentir la chute?
au moins avec un parachute, une poulie, tout un tas d'autres choses. Et puis ceux qui ont pensé à protéger l'œuf, on met une boîte où on met tout un tas de choses plus ou moins... Pardon ? Le lâcher de 10 mètres dans l'eau. J'ai eu un enfant la dernière fois qui m'a dit on n'a qu'à le faire pendant la canicule et on lance un œuf en chocolat, comme ça il va fondre pendant la chute. C'est quand même mignon. Hein, et ça montre qu'ils n'ont pas tout à fait les mêmes connaissances que nous. Mais si on inverse l'espace-temps... Alors du coup, effectivement, les idées spontanées qu'on a, ce sont ces 3 types d'idées. Et vous avez vu que même si ce n'était pas la première idée qui vous est venue, en tout cas que vous m'avez donnée, tout le monde a eu des idées de cette nature-là. Donc ça, c'est ce qu'on va considérer comme étant la fixation, parce que ça représente vraiment plus de 80% des solutions qui sont générées par les individus. On parle d'adultes ici. De l'autre côté, on a tout un tas de solutions qui sont beaucoup plus créatives et plus nouvelles, dans le sens où elles sont très peu explorées. Et ça, c'est ce que vous m'avez donné, en fait. Donc c'est pour ça, peut-être que la conférence d'avant vous a boosté, peut-être que, alors en tant que UX designer, vous êtes super créatif, je ne sais pas. Mais du coup, de travailler sur les propriétés de l'œuf, de le congeler, de le rendre dur. Alors, je ne sais pas si vous savez, mais si vous le mettez dans du vinaigre pendant 24 heures, ça devient complètement flexible. On peut travailler vraiment sur les propriétés de l'œuf, le modifier, les propriétés de l'environnement, tout un tas d'autres choses. Et ça a été possible uniquement par de la modélisation à partir de théorie de la conception innovante, où vraiment on a modélisé l'ensemble des solutions possibles. Et nous, après, derrière, on a beaucoup plus de catégories plus fines, évidemment. Mais l'idée, c'était de dire, sur l'ensemble des catégories qu'on a, qu'on peut explorer, vous n'êtes pas obligé de très bien connaître la gravité pour savoir que si vous modifiez la gravité, ça va changer sur quelque chose et ça va peut-être empêcher l'œuf de se casser. Mais sur l'ensemble des connaissances qu'on a, sur l'ensemble de ce qu'on peut explorer, en fait, on n'en explore qu'une très très faible partie, qui est cette partie jaune. Et à vos souhaits. Et alors, du coup, depuis tout à l'heure, je vous parle d'automatisme. En fait, c'est quelque chose qui est très bien modélisé, notamment dans le domaine du raisonnement, dans le domaine des apprentissages, si vous connaissez un petit peu les travaux d'Olivier Houdet, où on aurait 2 systèmes de pensée, chez tout le monde. Hein. On aurait 2 systèmes de pensée, l'un qui serait complètement automatique, intuitif, très rapide. Encore une fois, je vous tends la main, vous me serrez la main. Ça, c'est vraiment le système automatique. Et comme il est très très rapide, c'est celui qui arrive en premier. C'est celui qui va s'activer en premier. D'accord ? L'autre système de pensée, c'est un système qui, lui, est beaucoup plus lent, plus analytique, plus coûteux. Ça demande du temps d'essayer de trouver ces solutions-là. Vous en avez eu pour un certain nombre dès le départ. Ce n'est pas le cas de tout le monde. Et puis, si je vous avais laissé 1 heure, vous auriez pu aller chercher des solutions beaucoup plus intéressantes. Mais pour autant, vous auriez eu encore beaucoup de fixations, donc toutes ces idées qui sont initialement données. Pour passer de l'un à l'autre, ce qu'on nous dit dans les théories, c'est il faut bloquer, il faut détecter nos effets de fixation, il faut détecter nos blocages pour pouvoir les bloquer et ensuite activer autre chose, passer sur ce système 2. D'accord ? Le simple fait de dire ça, ça suppose que la créativité, ce n'est pas automatique, qu'il y a des fonctions et des processus de contrôle à l'intérieur. Et ça a été tout un travail de ces 10-15 dernières années dans la littérature internationale, de montrer que la créativité, il n'y a rien d'automatique. C'est ce que je vous ai un peu déminé tout ça dès le départ, et vous saviez un petit peu où est-ce que j'allais aller, mais c'est pas du tout évident. Il y a plein de personnes qui pensent que quand on grandit, on devient moins créatif. Ou quand on apprend le langage, alors du coup on fixe des choses, donc on devient moins créatif. Ou encore, qu'est-ce que j'ai entendu qu'il faut être complètement désinhibé. Et d'ailleurs, on passera sur toutes les études avec la drogue et tout ce qui va avec. Alors voilà, s'il y a plein d'études qui montrent que ce modèle-là, en tout cas, se tient très bien, et c'est notamment avec les neurosciences qu'on va avoir toute cette arrivée des modèles et des processus très impliqués dans les fonctions de contrôle qui vont arriver dans la créativité, parce qu'on va voir qu'on a des parties du cerveau qui s'activent, qui sont associées à des parties qui contrôlent nos comportements, nos émotions, nos interactions. C'est vraiment des fonctions, on appelle ça des fonctions exécutives. C'est vraiment ces fonctions de très haut niveau. Et je vous ferai tester un petit truc après si j'ai le temps. Mais vous les utilisez au quotidien. On a des niveaux de fonctions exécutives différents les uns les autres, mais sauf si vous avez un fonctionnement dysexécutif parce que vous avez eu un traumatisme ou quelque chose, normalement tout le monde a ces compétences-là. Donc on est tous capables de les utiliser, on est tous capables de les entraîner aussi, et donc de développer quelque part la créativité. Alors, vous allez me dire oui c'est joli, mais du coup comment est-ce qu'on fait pour stimuler la créativité des individus ? Une des façons de faire, c'est d'utiliser des exemples. Et j'imagine que vous, si vous travaillez avec d'autres personnes, ou même pour vous-même, hein, quand vous êtes face à un problème, vous allez chercher des exemples. Qu'est-ce que je connais ? Qu'est-ce qui peut me servir d'inspiration ? Un des problèmes, c'était de se dire, les exemples, il y a beaucoup d'études qui montrent que ça marche et d'autres qui montrent que ça ne marche pas.
Et ce qu'on a fait à partir de cette modélisation où je vous ai montré cet arbre avec vraiment cette mise en évidence des effets de fixation et de votre capacité à explorer ce qu'on appelle l'espace des expansions, alors on s'est dit peut-être que la clé dans l'utilisation des exemples, c'est de travailler sur la fixation et l'expansion de l'individu. Et voilà, je vous donne tout de suite la réponse sans beaucoup de suspense, mais si je vous donne la tâche de l'œuf à faire, donc c'est mon bâton au milieu, la tâche de l'œuf à faire tout seul comme tout à l'heure, donc vous avez un certain niveau de créativité, d'accord? Mais si je vous fais exactement ce que vous avez eu tout à l'heure, la tâche de l'œuf, et je vous mets, par exemple, on pourrait utiliser un parachute. C'est la seule chose que je mets. Eh bien, je vais vraiment impacter négativement votre créativité, votre capacité à sortir, à explorer des nouvelles choses. À l'inverse, si je vous donne un exemple qui est en dehors de votre fixation, eh bien, ça va stimuler votre créativité. Et ça va vraiment vous pousser à explorer davantage. Vous allez me dire, oui, d'accord, mais c'est un effet lié à votre truc un peu sympa, l'œuf congelé, etc. Non, on l'a fait avec plein d'exemples, et ça fonctionne. Et en fait, on a été voir les enfants. Pourquoi? Parce que les enfants, ils n'ont pas la même fixation que les adultes sur cette tâche-là. Donc on utilise beaucoup cette tâche-là parce qu'elle est sympa, tout le monde peut la faire, et surtout, on sait comment les gens se comportent dessus, donc on peut aller de plus en plus loin pour tester un certain nombre d'hypothèses. Et les enfants, eux, ils ne sont pas du tout fixés sur... pardon, hop, je ne vous ai pas montré. Donc les enfants ne sont pas du tout fixés sur le parachute. Spontanément, ils ne pensent pas au parachute. Si vous leur donnez le parachute, enfin si vous leur parlez d'un parachute, ils savent ce que c'est, ils savent ce que c'est qu'un deltaplane, les avions en papier, tout un tas de choses. Mais eux, ils vont plutôt être vraiment fixés sur les deux premières catégories. Et là, c'est une jolie façon de tester l'effet des exemples, du coup. Si un exemple qui est en expansion, c'est censé stimuler la créativité, le parachute chez les adultes, c'est dans votre fixation, ça diminue la créativité, c'est ce qu'on a vu. Mais chez les enfants, alors ça devrait les stimuler. On est d'accord? Ouais. Et effectivement, sans trop de suspense non plus, du coup, c'est exactement ce qu'on observe. C'est-à-dire que sans les exemples, vous voyez que les enfants, ils sont moins créatifs que les adultes. Alors, on a plein de scores différents, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais ils sont moins créatifs. Et ça, c'est pareil, je démine encore une fois une idée reçue. Non, les enfants ne sont pas plus créatifs que les adultes. D'accord? Mais par contre, dès lors qu'on leur donne l'exemple du parachute, on réduit la créativité des adultes, vous voyez que la barre bleue, elle diminue, et on augmente la créativité des enfants. Et là, on arrive avec un mauvais exemple, une petite phrase donnée, écrite, mais on peut le faire à l'oral aussi. Et un tout petit exemple, on arrive à faire en sorte que les enfants de 10 ans aient le même niveau de créativité que les adultes de 25 ans. Et alors, je peux vous dire que ça annule aussi des compétences qui ont été acquises, notamment sur les formations de designers. Les designers, par exemple, on a fait ces choses-là avec des designers et des ingénieurs. C'est tous les travaux de Marine Agoguet qui... On montre que les designers explorent davantage. Ils sont plus créatifs, en tout cas, sur ce type de tâches-là, que les ingénieurs. Ils sont tous les deux plus créatifs que les personnes qui n'ont pas des formations du tout à la créativité. D'accord? Mais à partir du moment où on leur donne le parachute, on annule tout et ils reviennent à des niveaux classiques. Donc non, vous n'êtes pas hors propos sur les effets de fixation, vous aussi, vous y êtes complètement confronté si vous êtes designer, ingénieur ou même spécialisé dans d'autres formes de créativité. Alors, à nouveau, c'est ce que je vous disais, tout ça, c'est vraiment associé donc à l'engagement de ces parties avant du cerveau. La conférence s'appelle le cerveau créatif, donc je vous parle un peu de cerveau quand même. Donc, c'est vraiment associé à ces parties avant du cerveau qui sont impliquées dans les fonctions exécutives. Et ça, c'est des choses qui se développent avec l'âge. Aussi. C'est pour ça que les enfants, ils ne sont pas plus créatifs que les adultes. Ils ont des fixations différentes. Et des choses qui sont, du coup, s'ils ont des fixations différentes que vous n'avez pas, alors ils peuvent vous surprendre. Et l'inverse, c'est vrai aussi. Mais pour autant, ils génèrent moins d'idées, ils explorent moins, ils ont moins de connaissances, et ils ont moins ces fonctions, ces capacités de contrôle des premières idées qui arrivent. Alors, je vous disais tout à l'heure, je vais vous montrer un exemple. Quand je vous parle d'inhibition, d'inhiber quelque chose, de bloquer, c'est ce petit test-là en haut que vous avez, je pense que vous le connaissez, c'est le test de Stroop, où on vous demande de ne pas lire le mot, mais de donner la couleur du mot. Et par exemple, alors je ne sais pas si vous voyez très bien sur les couleurs, mais le premier, il est vert, le deuxième est vert, le troisième est rouge, le quatrième est bleu, et le cinquième est jaune. D'accord? Et on est censé dire à toute vitesse la couleur de l'encre. Eh bien, si vous l'avez fait là, mais si vous avez vu à quel point moi j'étais en difficulté alors que je le fais tout le temps, normalement, du coup, j'ai bloqué l'activation automatique et spontanée de quelque chose que je fais tout le temps, à savoir lire. Et je peux vous assurer que quand vous savez lire, vous lisez tout. Il y a une bouteille d'eau sur la table, le nombre de fois où on a lu 20 fois la bouteille pendant le repas. Alors qu'on n'avait pas très envie, on n'en avait pas besoin, mais c'est un automatisme.
Et donc, du coup, sur ce type de choses-là, on bloque du coup la lecture pour activer d'autres choses. On est exactement sur ce modèle triadique comme ça avec les trois systèmes, et c'est quelque chose qui va se retrouver dans le raisonnement et dans d'autres domaines aussi. Donc la créativité n'est pas quelque chose de complètement à part, c'est vraiment quelque chose qui est associé aussi à nos méthodes de raisonnement. Alors dans les neurosciences à l'heure actuelle, ça tombe bien, en fait on retrouve un petit peu ces trois choses-là, c'est-à-dire qu'on va avoir en neurosciences, on a eu beaucoup de localisationnisme, c'est tel endroit qui gère telle fonction, et on s'est rendu compte quand même il y a quelques années maintenant que on est plutôt sur des réseaux, et si on coupe des parties, vraiment des réseaux, même si ce n'est pas l'endroit principal de la fonction, on peut vraiment altérer une fonction. Donc on est plutôt sur des fonctions générales et des réseaux un peu répartis partout sur votre cerveau. Et je démine aussi, vous n'utilisez que 10% de votre cerveau tout le temps. Non, ça n'est pas tout à fait vrai. Et donc, du coup, il y a trois types de réseaux qui vont entrer en jeu. Il y a un réseau qu'on appelle le réseau par défaut. C'est cette espèce de réseau où on vous demande de rien faire. Et vous avez vos idées qui voguent, qui explorent. Enfin, voilà, si je vous demande de penser à rien, vous allez quand même penser à quelque chose. Et donc, c'est le mind wandering. On parle beaucoup de mind wandering. Et ça permet vraiment d'aller chercher des associations, d'avoir plein d'idées, de laisser divaguer l'esprit. Et tout ça, ça va être associé à un réseau, ce qu'on appelle le réseau de science, qui n'est pas localisé au même endroit dans le cerveau, comme vous voyez. Et ce réseau de science, il est là pour vraiment permettre d'identifier. Il va vraiment être hyper activé quand on identifie des choses qui sont intéressantes. C'est pour détecter quelque chose. Et après, on a un troisième réseau qui va rentrer vraiment beaucoup en jeu, qui est tout ce réseau exécutif de contrôle. Donc d'un côté, on va laisser parcourir nos idées un petit peu comme elles le souhaitent. Et de l'autre côté, on va détecter des choses qui nous paraissent intéressantes, étonnantes, des associations qu'on ne fait pas d'habitude. Et hop, on va pouvoir contrôler aussi ce qu'on va pouvoir régénérer derrière. Je sais que ça, c'était pas très intéressant, je contrôle, et puis je vais explorer d'autres choses. Et donc ça colle beaucoup avec tous les modèles cognitifs qu'on a à l'heure actuelle. Et donc une des façons d'envisager de ne pas se faire prendre au piège par les effets de fixation, c'est déjà d'être au courant qu'ils existent, de pouvoir aussi les détecter. Et ça, il y a des méthodologies qui vous permettent de les détecter, notamment les méthodologies de conception innovante, les méthodologies de créativité, que vous connaissez très certainement, du design thinking, du brainstorming, tout un tas de choses. On peut les détecter à partir de ces méthodes-là. La difficulté, c'est que spontanément, ce n'est pas ce que vous faites dans du brainstorming, par exemple. Alors en fait, là, vous ne savez pas, mais je coupe toute la présentation. Mais j'étais quand même au brainstorming. C'est-à-dire qu'en règle générale, et je finis après là-dessus, en règle générale, dans le brainstorming, on va vous demander d'essayer d'éviter tous les biais sociaux qu'on va trouver. Vous savez, là je suis devant vous, j'essaie de ne pas dire trop de bêtises parce que j'ai un petit peu peur de votre jugement quand même, on va pas se mentir. Mais du coup, il y a vraiment tout un tas d'effets sociaux qui rentrent en jeu et on va demander d'essayer de partager au maximum et de travailler en groupe, essayer de réduire ces effets sociaux. Il ne faut pas critiquer, juger ou quoi que ce soit les personnes qui sont dans votre groupe. Bon, ça marche pas très bien déjà, pour commencer. Et puis en fait, on sait aussi que les individus qui sont en brainstorming, ils génèrent moins de choses que les individus qui sont tout seuls, en fait. C'est-à-dire qu'ensemble, ils génèrent plus d'idées, mais en réalité, ça marche pas forcément. Tout seuls, séparément, ils vont générer peut-être des choses beaucoup plus intéressantes. Pourquoi parce que, en fait, on va avoir des phénomènes de blocage sociaux qui rentrent quand même en jeu, mais on va aussi vraiment avoir des phénomènes de blocage cognitif qui vont se créer ensemble, pour peu que la personne qui a un petit peu une meilleure réputation, qui paraît cool, qui soit le leader du groupe parce que c'est lui qui lead sur la question de telle ou telle chose, donc ça me paraît évident, c'est lui qui a les connaissances, pour peu que cette personne-là, elle dise qu'elle trouve une idée chouette, alors on va avoir tendance à adhérer à son jugement. Et alors du coup, mais même dans des situations où on n'est pas avec des leaders, on va avoir tendance vraiment à créer des situations dans lesquelles on va créer ensemble un biais, la plupart du temps dans la fixation, et on va être à fond dans cette fixation. Et on va générer dans la fixation. Alors si vous travaillez sur la voiture et que vous voulez changer le pneu, et que c'est votre première voie d'exploration, et bon, ça tombe bien, mais si vous voulez aller sur autre chose, du coup, c'est pas forcément très adapté. Et donc il y a tout un tas de... voilà, ce sera pour la prochaine fois, mais il y a tout un tas de moyens qu'on peut utiliser au sein des groupes de brainstorming. On peut utiliser d'autres méthodologies, notamment de la conception innovante, par exemple les méthodes KCP, les méthodes CK aussi, si ça vous parle un petit peu, où l'enjeu, c'est vraiment d'explorer, et puis ensuite on choisit, et puis on voit un petit peu qu'est-ce qu'on génère en premier, qu'est-ce qui nous bloque, où est-ce qu'on est tous bloqués ensemble, je génère plein d'idées,
où est-ce qu'on a des catégories qui sont très fortes, très similaires, on les met de côté parce qu'elles ne nous intéressent pas et on essaie d'aller plus loin. Et il y a des façons d'apprendre à structurer aussi la génération qui permettent de sortir des effets de fixation. C'est des trucs qu'on a fait avec des enfants et ça marche très bien en 5 semaines chez les enfants, donc il n'y a pas de raison que ça ne marche pas du tout chez les adultes. Donc je vais m'arrêter là parce qu'on me dit qu'il faut que j'arrête sur le temps. Mais du coup, j'espère que ça vous intéressait et puis je serais ravie de répondre à toutes vos questions.